Bonjour et bienvenue pour ce symposium qui a été organisé par Fethi Lawissa et moi-même. Je dois remercier Fethi pour son travail remarquable. Sans lui, on n'aurait sans doute pas fini. Donc je le remercie sincèrement et je remercierai tous les autres participants tout à l'heure. Ce symposium sur les proximales kyphosis, junctional kyphosis et les failures est quelque chose qui est très à la mode et qui correspond à une réalité assez cruelle de notre activité. Et par conséquent, c'était un sujet qu'il fallait absolument traiter à la SFCR. Et on va commencer de ce pas. Je laisse la parole à Fethi. Merci Jean-Charles. Alors au-delà de ma personne, les personnes que j'aimerais remercier, ce sont toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde, qui nous ont partagé leur cas, qui ont mis à disposition leurs données sur lesquelles on a travaillé, qu'on a pu exploiter. Alors bien évidemment, il n'y a aucune table ronde qui soit parfaite. J'annonce la couleur tout de suite. Elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, mais ça permet aussi de réfléchir sur la question et de faire l'état des lieux des syndromes jonctionnels proximaux en France. Donc, comme vous l'aurez remarqué sur le programme, on va fusionner les deux premiers chapitres, introduction et contexte et revue de bibliographie avec les techniques actuelles que je vais vous présenter. Donc, le contexte actuel fait émerger une question, c'est quels sont les aspects généraux et particuliers d'un syndrome, puisque jusqu'à maintenant, en dénomination médicale, ça reste un syndrome. Et le syndrome est bien différent de la maladie. D'abord parce que la population est en augmentation d'espérance de vie, et elle le sera encore dans les années à venir. Deuxième chose, c'est qu'avec l'âge, la fréquence de la scoliose dans la population âgée augmente. Les techniques chirurgicales se développant de plus en plus, la fréquence et l'étendue des arthrodèses rachidiennes devient de plus en plus importante. Donc on a cet effet boule de neige, population vieillissante, augmentation des fréquences de la scoliose et augmentation de la fréquence des étendues des arthrodèses rachidiennes, qui fait que le sujet va se poser de plus en plus. Aussi, l'intérêt des chirurgiens pour ce sujet est très important. Scheer, dans Spine 2015, a publié une enquête auprès de 262 membres de la SRS qui ont noté que le sujet pour eux était extrêmement important dans 44-45% des cas et un sujet très important pour 40% des cas. Donc au minimum, on est à 85% de patients traitant des scolioses, membres de la SRS, pour qui le sujet est très important, voire extrêmement important. Donc le plan de la table ronde. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par faire l'introduction et la bibliographie. Ensuite, Mourad Slimane nous exposera la méthodologie de cette table ronde. Ensuite, Louis Boissière développera les résultats de la série vis-crochet. Vous verrez bien évidemment, au travers du topo de Mourad Slimane, quelles sont les séries que nous avons développées. Après cela, Cédric Barré nous exposera les résultats sur les liens. Par la suite, Emmanuel Ferrero rentrera dans le vrai vif du sujet, si j'ose dire, en parlant des incidences des PGK et PGF pour les deux séries. Benjamin Blandel ensuite développera la reprise après PGK et PGF. Clément Sylvestre et Stéphane Fuentes nous évoqueront la qualité de vie après PGK et PGF ou lorsqu'il n'y a pas de survenue de PGK et PGF. Et à l'avant-dernier topo, Philippe Charles nous fera une discussion de l'étude ainsi que ses limites et Jean-Charles conclura. Donc, PGK et PGF, Proximal Junctional Kyphosis. Pour le premier, vous excuserez l'anglicisme, mais c'est une kyphose jonctionnelle proximale. Elle est
kyphose jonctionnelle thoracique qui a été définie de plusieurs manières, mais disons que le plus souvent, l'angle entre le plateau inférieur de la dernière vertèbre instrumentée, UIV, Upper Instrumented Vertebra, et le plateau supérieur de la dernière vertèbre instrumentée, plus 2, dépasse les 10 degrés. C'est un diagnostic radiologique. Par la suite, le Proximal Junctional Failure est un syndrome qui associe PGK et qui associe, en plus de ça, une symptomatologie clinique. Donc c'est un PGK symptomatique avec un retentissement clinique qui peut être de manière isolée ou associée douleur, déficit neurologique, difficulté à la marche, difficulté au maintien du regard, évolution de courbure. Donc le PGF est tout PGK nécessitant une chirurgie de révision. Les deux références soulignant les définitions de ces syndromes sont sous vos yeux. Et c'est surtout Lowe qui l'a surtout précisé en 2014 et publié l'article dans Spine. Quelle est l'incidence de PGK et PGF au travers des analyses? Eh bien, lorsque nous prenons une méta-analyse de 14 études qui a été réalisée par Liu en 2016 et publiée dans l'European Spine Journal, et qui a inclus 2215 patients, ou alors pour l'étude rétrospective multicentrique de Yagi, le japonais, et qui a été publiée dans Spine en 2014 sur 1668 scolioses adultes, eh bien nous retrouvons le diagnostic le plus fréquent, c'est le PGK, qui est en moyenne de 30% de survenue. Alors, les extrêmes varient entre 17 et 62%. Quant au PGF, on est sur une moyenne de 1,5%, avec une récurrence post-reprise de PGF qui est aux alentours de 48%, se manifestant sous forme de PGK, ou 39% sous forme de PGF post-reprise. Cela démontre donc l'implication chirurgicale, le suivi derrière pour pouvoir anticiper, surveiller, débusquer et traiter les complications mécaniques, parfois à la suite. Le délai de survenue. Quand dois-je considérer le délai après intervention chirurgicale? Eh bien, selon Lowe et Yagi, toujours en 2014 et 2012, les travaux ont été publiés dans Spine, ce sont les 8 premières semaines qui constituent le délai le plus fréquent. Au 3e mois, il est rapporté 66% de survenue de PGK. Au 18e mois, nous avons quasi 80% de survenue, et au-delà même, dès 24 mois, il faut surveiller les évolutions de courbure, et je pense que plus tard, dans les résultats et dans la discussion, nous viendrons à parler de la période au-delà des 24 mois. Les implications cliniques, alors c'est très controversé puisque le PGK était avant tout un diagnostic radiologique sur la radiographie de profil. Il n'a pas d'implication clinique par essence. Par contre, lorsqu'on a un PGK, quasi 30% des patients sont douloureux, alors que s'ils n'ont pas de PGK, ils ne sont quasi pas douloureux. Et aussi, selon les références bibliographiques que vous voyez en bas à droite, une corrélation a été retrouvée entre un PGK supérieur à 27 degrés sous forme de douleur et il est inversement corrélé, et ceci est inversement corrélé à la fonction, bien évidemment, puisque plus on est douloureux, moins on est fonctionnel. Les implications cliniques du PGF sont une douleur en moyenne à 70%, dans 70% des cas. Le déficit neurologique apparaît, donc là ça devient plus sérieux, 26% des cas dans les PGF. Aussi une évolution de la déformation sous-jacente à l'arthrodèse selon Yagi en 2014, et l'article a été publié dans Spine, et aussi des difficultés au maintien du regard à l'horizontale chez certains patients. Maintenant, on expose les différents types de PGF. Le PGF, donc, je vous le rappelle, est un syndrome qui associe une lésion anatomique au-dessus du montage, dépistée à la radio, mais qui a en plus de ça, qui a une manifestation clinique. Donc il y en a 3 types.
Le premier, c'est la faillite discale et ligamentaire. Elle concerne plutôt le rachis thoracique haut. Le type 2 est une atteinte plutôt osseuse. La lésion se situe dans la région thoracolombaire et elle est rapportée, selon les auteurs, comme étant neurotoxique. Le troisième type est une disproportion ou une faillite de l'interface os-implant qui, parfois, peut se manifester par une saillie du matériel sous la peau, voire même au travers de la peau. Voici quelques exemples. De gauche à droite, une lésion de type 1 sous forme de faillite discale ligamentaire. Le type 2, qui est une atteinte osseuse, se manifestant par une burst fracture de la dernière vertèbre instrumentée avec recul du mur postérieur dans le canal vertébral compressif pour la moelle épinière. Et le type 3 est une faillite de l'interface os-implant avec arrachage des dernières vis. Il y a une classification qui a été établie, publiée dans Spine en 2014 par Yagi et Boachi. Donc ils reviennent bien évidemment sur les types, le type 1, le type 2, le type 3 que je viens de vous présenter. Ensuite, ils rajoutent un grade. Le grade A montre un oncle jonctionnel proximal entre 10 et 19 degrés, 20 et 29 degrés pour le grade B, et au-delà de 30 degrés pour le grade C. Et il y a un modifier qui rajoute l'existence ou pas d'un spondylolisthésis au-dessus de la dernière vertèbre instrumentée. Une échelle de sévérité a quant à elle été mise sur pied. C'est Hart qui l'a publié en Spine 2013. Il a récupéré les données de 57 patients traités pour PGF. Elle a plusieurs éléments qui peuvent retenir les données cliniques. D'abord la douleur, le déficit neurologique, le type d'instrumentation. Est-ce qu'il y a un problème avec l'instrumentation? Est-ce qu'il y a une perte de fixation de la dernière vertèbre instrumentée? L'angle de syphose, l'existence ou non d'une fracture au niveau de la vertèbre instrumentée ou de la vertèbre au-dessus de la dernière vertèbre instrumentée, et puis surtout, la dernière vertèbre instrumentée est-elle au niveau thoracolombaire ou thoracique haut? Les auteurs de ce travail ont souligné qu'il y avait une corrélation avec les scores fonctionnels, avec une excellente corrélation inter-observateur. Alors, en regardant les données de la littérature, en faisant une recherche simple sur PubMed, je me suis amusé à faire ceci. Dans le moteur de recherche, on rentre PGK plus PGF plus ASD, Adult Spinal Deformity, scoliose de l'adulte, scoliose de l'adulte. On se retrouve avec 114 articles. On rajoute risque aux 3 premiers mots-clés. On se retrouve avec 55 articles. Lorsqu'on enlève risque et on rajoute prévention, on a à peu près, grosso modo, quelque chose qui ressemble à 44 articles. Et puis, on est sur les revues systématiques, on est sur 33 travaux réalisés sur ce topo. Donc, autant dire que la bibliographie est riche au-dessus concernant ce sujet d'intérêt. Ces travaux soulignent plusieurs facteurs de risque. Effectivement, si on se perd dans la lecture d'une centaine d'articles, on ne va plus s'y retrouver. Alors j'ai décidé de les rassembler sous 3 bannières. D'abord, les facteurs de risque qui sont dus au patient, à savoir son âge, son IMC, l'existence ou non d'une ostéoporose, ou l'existence ou non d'une sarcopénie, c'est-à-dire une atrophie musculaire dorsale. Deuxième sujet, c'est la technique. La planification et le choix de la dernière vertèbre instrumentée pour l'étendue du montage, thoracique supérieur ou thoracolombaire, l'équilibre sagittal, qui est plutôt quelque chose de la stratégie plus que de la technique. Est-ce qu'on se base sur la classification Osoli? Est-ce qu'on utilise plutôt le gap score? Est-ce que j'utilise plutôt la classification SRS-Schwab ou le age adjusted? Ou alors, on regarde plutôt les abords antérieurs versus postérieurs. Est-ce qu'ils sont plus pourvoyeurs de PGK et PGF ou pas? Et le dernier
item et le matériel. Donc tout ce qui tourne autour de la dernière vertèbre instrumentée. Comment est-ce qu'on va l'amarrer au rachis? Est-ce qu'on peut rajouter du tériparatide? J'ai vu des articles sur le RHBMP2. Est-ce qu'on peut cimenter la dernière vertèbre instrumentée ou alors la vertèbre instrumentée plus 1, c'est-à-dire celle qui est au-dessus du montage? Doit-on mettre des vis ou des crochets, des liens ou des vis ou des tiges de transition? Bref, vous pouvez supposer que la bibliographie est assez riche autour du sujet. Donc, comment atténuer le risque de PJK et PJF? Sur cette revue de la littérature, les Coréens se sont donc attelés à faire une revue des facteurs de risque et de leur prévention. Ils sont partis de 438, voire même au-delà, à ces 1000 articles publiés sur Central UpMed et PubMed, et ils en ont sorti 103 études qui ont été incluses dans une revue systématique. Ils mettent en évidence des patients, des facteurs de risque qui sont reliés aux patients, des facteurs de risque radiologiques et des facteurs de risque chirurgicaux. Parmi ces facteurs de risque, il y a un sous-item qui est les choses qui sont modifiables, les paramètres qui sont modifiables et d'autres qui sont non modifiables. On convient tous que l'âge, la sarcopénie l'âge et la sarcopénie sont des choses qui sont non modifiables chez le patient. Par contre, il souligne que l'ostéoporose et l'IMC sont des facteurs qui peuvent être modifiables chez le patient. D'autant plus qu'au niveau des paramètres radiographiques, il y a des paramètres qui sont modifiables, comme le SVA et le mismatch entre l'incidence pelvienne et la lordose lombaire, mais d'autres qui sont modifiables et qui ne sont pas modifiables et qui ne peuvent être que des conséquences ou des mécanismes d'adaptation comme l'incidence pelvienne ou la syphose thoracique. Par ailleurs, dans les paramètres modifiables qui sont chirurgicaux par essence, la sélection de la dernière vertèbre instrumentée et de la vertèbre instrumentée distale, l'abord postérieur ou antérieur ou combiné, les caractéristiques de la tige ainsi que le design de l'implant proximal. Bref, tout un tas de paramètres qu'ils ont essayé de structurer entre paramètres dus au patient, paramètres chirurgicaux et paramètres radiographiques modifiables ou non modifiables. Sur cette revue de la littérature une revue clinique, qui a été publié dans Global Spine Journal en 2022. On retrouve chez Timon une revue de la littérature qui a été assez exhaustive pour ce qui est de la connexion avec la vertèbre sous-jacente. Et il en ressort que la cimentoplastie UIV plus 1 et UIV plus 2, ainsi que les crochets transversaires, promettent des résultats plutôt satisfaisants. Ce qui est contrebalancé par les travaux de Kebaïch, puisque c'était le premier qui a publié sur le fait de cimenter la dernière vertèbre ainsi que la vertèbre du dessus en 2013, ainsi que Raman dans Spine 2017. Et leur résultat conclut que la cimentoplastie de la dernière vertèbre et de sa voisine du dessus prévient les PJK précoces, mais ne change pas l'incidence à 5 ans. Et ça a été confirmé par Anne dans World Neurosurgery en 2019, qui retrouve aussi les mêmes résultats. Ceci retarde juste le délai de reprise. Qu'en est-il des crochets? Est-ce que remplacer les vis pédiculaires par des crochets permet d'avoir moins de PJK? C'est Matsumura qui l'a publié dans l'Asian Spine Journal en 2018, et il relate que certes, la mise en place de crochets ne prévient pas l'incidence ou l'apparition d'un PJK. Par contre, il y a une destruction osseuse moins importante en cas de PJK, et que techniquement, c'est plus aisé pour la reprise. Alors, cette publication est toute fraîche, elle date du week-end dernier, elle a été référencée et réalisée par l'équipe de l'European Spine Study Group, et qui montre qu'il n'y a pas de différence entre les crochets ou les vis lorsqu'ils sont implémentés sur la dernière vertèbre sous-jacente. Vient aussi la question des liens transitionnels. Ce sont des bandes de polypropylène implémentées sur la dernière vertèbre instrumentée
plus 1, ou alors de la dernière vertèbre instrumentée, plus 2. Donc c'est Viswanathan qui, dans le JNS en 2019, avait eu le mérite de mettre une étude biomécanique plus une étude clinique. L'étude clinique étant prospective, par contre non comparative sur seulement 40 patients avec seulement 1 an de recul, mais ces taux de PGK et PGF attirent l'attention puisqu'on a une réduction drastique. On se retrouve avec seulement 7,5% de PGK et pas de PGF. Donc on s'oriente maintenant vers les stratégies. Les stratégies, bien évidemment, ça a été ici le lieu de riches débats. Est-ce que je m'oriente plutôt sur les types de dos ou alors sur la classification SRS-FAB en tenant compte des aspects biomécaniques du rachis. Bien évidemment, il y a des facteurs locaux, ostéoporose, muscles, atteinte ligamentaire dans les zones de transition et l'abord chirurgical, mais également il faut s'orienter sur les facteurs globaux, l'IMC, l'étendue de l'instrumentation, la flexibilité et la différence de flexibilité entre un segment arthrodésé et un segment libre, l'amplitude de la syphose thoracique et l'alignement sagittal. On prend comme exemple le problème l'exemple de la grue avec des forces en cisaillement et des forces en compression qui peuvent être à l'origine de l'explication biomécanique de la survenue du PGK. L'approche conceptuelle se fait sur le type de dos. C'est une approche à la fois quantitative et qualitative puisqu'elle prend en compte la longueur et l'intensité de la lordose, le respect de l'apex de la lordose et des zones de transition, une fixation sacrée solide, et on reviendra sur la table ronde sur les résultats de la fixation pelvienne. Et puis la question qui se pose, c'est la couverture de la syphose thoracique. Cet article publié dans l'Eurospine Journal en 2022 pointait que la restauration d'un type de Roussouli originel permettait la diminution des complications mécaniques dans les chirurgies de scoliose. Par ailleurs, une équipe américaine de l'International Spine Study Group soulignait dans ce travail qui a concerné 625 patients, mais seulement 1 an de recul, que la combinaison entre tige sur mesure et une prophylaxie, c'est-à-dire le fait de prêter de l'attention à la dernière vertèbre instrumentée, ne pas la visser ou alors la visser avec du ciment, mettre un crochet ou des liens, permettait la réduction du taux de PGK de PGF à 10% versus un groupe contrôle. Le groupe contrôle ne comprenait ni tige sur mesure, ni prophylaxie sur le dernier étage instrumenté. Donc existe-t-il un vaccin contre le PGK et PGF? Malheureusement, non. On est en période d'attente comme on attendait le vaccin contre le Covid. On n'a que des mesures de prévention. Planification préopératoire, bien évidemment, qui permet une analyse, une compréhension, une anticipation, qui permettra de restaurer un profil harmonieux. La sélection du patient, avec prise en compte de son âge et de sa fragilité. Et bien évidemment, la technique opératoire, pour préserver les ligaments sus et interépineux autour de la dernière vertèbre instrumentée. Est-ce que le type de fixation proximale idéal existe? La discussion est ouverte. Je vous remercie.